Hier, à ma grande surprise, au milieu des accroches de vidéos remplissant mon écran, laissant penser tout ou presque qu'elle n'aurait qu'un clic d'avance sur la Troisième Guerre mondiale, mes yeux, déjà aveuglés par l'imminente explosion atomique, tombent sur ceci. Albert Camus lit L'étranger. Grand boum dans ma tête. Je me frotte les yeux, car je crois rêver, d'autant que Camus était le grand pacifique que l'on sait. Par quel miracle l'algorithme, Monsieur l'algorithme, cette sorte de volonté divine du XXIe siècle, ce sélectionneur des sélectionneurs, à qui il revient de décider qui va jouer et à quelle place dans la grande équipe. Par quel miracle l'algorithme a-t-il fait remonter cette perle des profondeurs pour l'afficher à côté d'une de mes vidéos? Alors, ne croyez pas que j'ai le culot ou que je sois assez sot pour me comparer à Camus, ce génie littéraire, même si je n'ai pas aimé, je vous l'avoue, la façon dont il se lit. Miracle ou hasard programmé, cela ne s'est produit que pour moi, puisque sur aucun autre écran que le mien, Camus et le pêcheur de lecteurs n'ont été un instant rapprochés. Ça ne se produira peut-être qu'une fois, mais ce rapprochement fortuit a suffi à ce que je trouve la foi. La foi en Internet, c'est-à-dire la foi en toi, lecteur. CD enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. Je pensais alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Chapitre 3. Guerre, combat, armes, persécution, croisade. La rhétorique militaire dont j'ai si peu usé en 80 ans d'existence monte à ma bouche et me donne l'impression d'avoir été enfermé tout récemment dans la peau d'un vieux criminel de guerre incapable de repentir. Je n'ai tué personne que je sache pendant les quelques mois de mon activité subversive, encore que j'admette volontiers avoir eu l'intention de tuer le silence qui règne en petit maître autour du véritable et seul vénérable silence. Quand on me cherche pourtant, on finit par me trouver. Pas physiquement, bien sûr. Autrement, la chasse à courre aurait déjà pris fin, et je n'aurais plus la liberté d'affirmer que je n'ai jamais été pour la violence. Ce n'est pas faute d'y avoir été incité. Longtemps, j'ai répondu aux agressions dont mes tympans étaient la cible par des mesures défensives. Réfugié derrière des murs de livres, je me suis concentré sur ce qui m'est cher. On pense bien que cette attitude isolationniste ne m'a pas mis longtemps à l'abri de souffrir du monde hyperacoustique d'aujourd'hui. Le silence entonnait son chant du cygne au milieu d'un festival de sonneries et de heurts. Mon devoir, derrière mes cloisons de papier, consistait encore à écouter comme personne. Ce qu'à mes conduits acoustiques défendants je fis, évidemment. Victor Hugo prenait la musique pour « du bruit qui pense ». Je veux bien, Victor, mais les sonneries musicales interrompant un concert ou une lecture, mais les vibratos d'un portable sur la banquette d'un train de nuit ou sous un banc de classe, mais les talons si haut perchés dans les décibels qu'ils déchirent les sensibilités sur lesquelles nonchalamment ils passent. Le langage est hospitalité, disait un autre. Là encore, je veux bien, mais les bangs, les booms et les voix qui portent plus loin que les idées, et les klaxons des désirs sans frein qui hurlent à toute heure, et les déferlantes de chants de guerre contre la pensée, et les rires amplifiés par les micros des insécurités intérieures. En quelques courtes décennies,
j'ai assisté, impuissant, mais pas sourd, à la supermanisation de l'homme ordinaire par l'artificialisation de sa vie sonore. Face aux sons explosant de partout comme des poches de couleurs que jetteraient des enfants sur tout ce qui n'est pas plus turbulent qu'eux, je me suis éloigné, je me suis retiré, toujours plus loin dans le silence. J'ai coulé des tampons de cire de ma fabrication dans mes oreilles ultrasensibles lorsqu'il ne me fut plus possible de me retrancher davantage sans abandonner mon fils au triste sort auquel le nouvel ordre sonore condamnait le monde. Mon fils n'a pas hérité de mon oreille, mais il n'en a pas moins une ouïe plus sensible que la plupart des enfants de sa génération. Pour être près de lui, j'ai essuyé la pluie de bruit, noir, rouge, vert. Si au début, après la tempête, venait toujours l'accalmie, une plage de blancheur cernée par un arc-en-ciel de tons inquiétants, l'étau multisonore se resserrant, il n'eut bientôt plus de répit. Le baromètre se coinça pour de bon bien au-dessus du supportable, et le bruit ambiant devint à la vie ce que la pluie est à Dublin ou à Londres. Mon fils grandit dans ce microclimat de modernité et de misère sensorielle. Il ne grandit pas seul. Avec lui, grandit aussi, hélas, son incompréhension envers un père qui n'était plus de son temps, puisque le temps était désormais au bruit que fuyait son père. Il désapprit à me parler comme on désapprend à sortir quand le temps est mauvais. Dans la modeste maison que mes incessants travaux de calfeutrage protégeaient peu des invasions extérieures, il s'absenta insensiblement, jusqu'au jour où il disparut pour de vrai, sans aucun bruit. Son père, qui n'avait cherché qu'à le protéger, lui était devenu insupportable. Je lui étais insupportable. En me laissant, il me déchargea aussi, pauvre compensation, des responsabilités qui avaient fait de moi un mauvais père. Seul dans l'appartement au courant d'air persifleur, je commençais à me soucier d'entendre l'accusation de lâcheté, quand se réfugiant dans un silence contraire à celui que j'avais toujours cultivé, il m'adressait, tacitement. Mon fils m'accusait d'être un lâche. J'écoutais si longtemps que quelque chose finit par percuter à l'intérieur de moi. Était-ce lâche d'aimer le silence? S'il n'y avait qu'une guerre contre le bruit pour prouver qu'il fallait au contraire tout le courage du monde pour proclamer cet amour, j'étais décidé à entendre l'appel et à m'engager dans ce combat. Quelque temps avant que j'entre en guerre, un événement m'offrit indirectement l'explosif sans lequel le meilleur détonateur aurait été aussi inopérant qu'un fusil sans son percuteur. Comme je me fais à l'emploi de ces métaphores militaires, à croire qu'elles dormaient en moi, munies d'un mécanisme à retardement. L'événement, il s'agit de ma mise à la retraite. J'ai particulièrement aimé travailler, et je l'ai fait aussi longtemps qu'on m'en laissa la possibilité. Faire la sourde oreille, très difficile pour moi, me permit de gagner un peu de temps, de retarder la rencontre avec ma date de péremption professionnelle. Mais il fallut bien, le jour où joua officiellement pour moi la fanfare du grand âge, que j'entende le cruel chant des parcs travesti en immonde sirène. D'une main douce mais décidée, elles m'entraînèrent en un moment de l'autre côté de l'activité quotidienne et familière, là où l'oisiveté est la plus profonde pour l'oisif inexpérimenté. Contrairement aux sirènes de la légende, elles ne me firent pas de mal. Le mal était fait. Après m'avoir chanté les délices de la retraite, elles s'excusèrent de ne pas pouvoir plus longtemps me garder et sur moi doucement refermèrent les portes de l'emploi rémunéré. J'étais vierge, quoique vieux, des plaisirs que me promettaient les secrétaires à queue de poisson, et j'étais à la rue, avec l'obligation de trouver ailleurs où loger les longues heures employées d'habitude à travailler. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. À peine le temps d'être dehors que se vérifia cet aphorisme, que j'avais toujours trouvé improbable et dérangeant. Car peu de choses sont aussi dérangeantes qu'une porte qui claque, et que l'alternative ouverte ou fermée rend plus probable les claquements de portes répétés. Je ne parle pas de la porte du sommeil, qui depuis longtemps déjà ne fermait plus,
mais de celle qui s'ouvrit subrepticement pour moi le jour où je sortis pour la dernière fois du bureau que j'avais occupé pendant près de 40 années. 40 ans. Bien qu'elle m'ait semblé d'abord ne donner sur rien, ou alors seulement à la manière d'une fenêtre haute donnant sur un paysage lointain, cette porte allait s'avérer décisive pour mon entrée en guerre contre le bruit. Pour ne pas entendre le mélancolique remuement des objets remplissant aux 3/4 la caisse que j'avais sur les bras, j'avais pris un taxi. Je me méfie des chauffeurs de taxi, tant leur propension à faire crier pneus et klaxons m'est importune, et je n'avais fait appel à celui-ci qu'après une intense hésitation. Dans la pesée du pour et du contre, le poids du carton avait moins compté que la peur de remuer, au cas où j'aurais fait à pied le chemin de la maison, les souvenirs qui y étaient enfouis. Me voici donc à l'arrière du véhicule, le bas du dos enfonçant dans un cuir bruissant et trop mou. Je n'avais pas plutôt posé ce qui m'encombrait sur la banquette fatiguée que le démarrage de l'homme au volant me fit regretter mon choix. J'étais tombé sur un écraseur de champignons, doublé, la constatation s'imposa très vite, d'un agité du klaxon. Il donnait de fréquents petits coups secs du plat de la main dans le ventre de son volant. C'était, ponctué de soupirs ou d'amorces de jurons, de brèves conversations avec les voitures qu'il nous forçait à côtoyer trop vite et de trop près, moi et mon carton de souvenirs. Pris au piège entre mon chauffeur et le trafic, je n'élevai pas la voix contre ces conversations auxquelles je n'aurais pas dû assister. Élever la voix n'a jamais été pour moi répondre. Mon moteur s'emballa néanmoins, malgré moi. Trop occupé à véhiculer ses idées sur la courtoisie entre ses pressés interlocuteurs, le taxi n'entendit pas la voix, bien en deçà de son seuil de perception de toutes les manières, qui se mit à rugir en moi. Quelque chose comme le coup de gueule d'un tigre contre la cage qui s'est refermée sur lui. Or, c'est pendant que j'essayais de ramener la bête rugissante aux proportions d'un chat qui, une fois pelotonné, reprendrait son ronron habituel entre mes côtes, que s'ouvrit la porte évoquée plus tôt. Elle donnait sur un pouvoir dont j'avais souvent rêvé dans de semblables situations, mais qui m'avait toujours été refusé, comme la plupart des choses auxquelles on accède essentiellement en rêve. Ce pouvoir, il me plaît de croire que j'aurais pu le posséder plus tôt. Peut-être d'ailleurs l'avais-je depuis longtemps, sans le savoir. Toujours est-il que je pris conscience de sa réalité lorsque, plutôt que bondir, mordre et déchirer, comme aurait fait le tigre dont je ne voulais pas, je silenciai le chauffeur de taxi. Je le silenciai, entendez-vous, lui et la cage dans laquelle il avait commis l'erreur de s'enfermer avec moi. Vous lirez les lettres qui suivent, du père, du grand-père et du petit-fils. Chapitre 4. Papa, où t'es » faisait la radio, tandis que le taximan fredonnait en donnant des coups de volant à nous faire valser dans le décor. La course, quoique ridiculement courte, n'en finissait pas. L'insondable refrain revenait en boucle, serrant telle une ceinture de chaise électrique. Mon oreille interne était à bout. Il y eut un coup de klaxon de trop, ponctué d'une sorte d'insupportable déclic. Dans l'entre-deux, le bruit d'une porte s'entr'ouvrant. « Qui est là » demandai-je à mon oreille, suroccupé par le devant de l'habitacle, mais toujours attrapé, quoi qu'il arrive, par le souci d'entendre ce qui passe à sa portée. Pour ne pas m'adresser directement à l'homme qui me tournait le dos, je demandai à sa voix qu'elle se taise, et, à ma grande surprise, elle se tut. Je demandai au klaxon de ne plus répondre aux pressions du poing qui l'écrasait sans arrêt, et le klaxon répondit à ma demande en devenant muet. Privé des armes avec lesquelles il se faisait entendre, l'homme n'en perdit pas pour autant les pédales. Il lui restait la radio. Je demandai à celle-ci de se taire. Elle se tut aussitôt. Le silence. Le silence était de retour. Toute interférence ayant stoppé, je pus enfin l'entendre. Il était monté en pleine course, sans donner d'adresse.
Il allait où l'on allait. Je paierais pour lui, s'il le fallait, volontiers, eus-je envie de dire, mais je me tus, pour ne pas rompre l'enchantement. Coincé entre deux rangées de voitures, je n'en croyais pas mes oreilles. Nous filions comme devant dans la circulation chaotique, mais plus rien ne filtrait. Insonorisation soudain parfaite. Comme un corps tombé à l'eau et qui sombre sans remuer les bras, le chauffeur, les mains rivées à son volant, se laissait maintenant gentiment conduire par l'incompréhension. Il tenta bien encore un coup d'avertisseur, tripota un peu les boutons de la boîte à son, me regarda dans son rétroviseur alors qu'il touchait le fond de la surprise. Sa voix, sa musique, son klaxon étaient sous le coup de ma suppression. C'était du très temporaire, me dis-je, le cadeau d'adieu fait à une ouïe hors pair qui s'en va à la retraite. Le potin va reprendre. Le gars devant joue pourtant bien le jeu, il faut le reconnaître. Un acteur, sans doute, qui fait le taxi à 16 heures. Combien a-t-on réuni entre collègues pour me faire ce plaisir exquis? La scène doit être filmée. Comment a-t-il fait pour éteindre la radio au moment où je le désirais? On sait, au boulot, que j'aime m'en aller sans faire de bruit. C'est ma façon à moi. Ne m'a-t-on pas surnommé... En arrêtant la voiture devant la porte où je devais être, le chauffeur interrompit ma réflexion. Il allait tomber le masque et me confier avoir pas mal répété pour ce rôle sans dialogue. Je lui serrerai la main en lui disant qu'il avait assuré, que c'était finement joué, que j'y avais même cru un instant. Je me penchai en avant, la main droite fouillant du côté cœur, où loge mon portefeuille. J'avais affaire à un perfectionniste, apparemment. Le chauffeur feignit de s'étouffer avec les mots qu'il n'arrivait pas à expulser, roulant de grands yeux et crachant du fond de sa gorge des sons indistincts, enveloppés dans une haleine tabac-café. Impressionné par sa pantomime, favorablement disposé surtout par l'attention délicate dont il était le messager, je décidai de lui donner la réplique. Il le méritait bien. Je me fouillai pour trouver une réponse digne de lui. « Abruti !» aurais-je pu lui dire, « tu es abruti par l'absence inouïe de tes bruits, tout simplement. Mais ne t'inquiète pas, tu le recouvreras le pouvoir d'assommer tes clients. » Voilà ce que j'aurais pu dire. Je me tus pourtant, fidèle à l'habitude de m'en aller sans un mot. Ce n'est pas pour rien qu'on m'avait surnommé le Sieur Silence. La portière du taxi, contrairement à mon habitude, je la refermai lourdement, craignant presque de ne pas entendre sa réaction de tôle froissée dans mon dos. Crainte sans fondement. Comme si ma colonne vertébrale avait été un clavier de piano, toutes mes vertèbres furent enfoncées en même temps pour rendre compte de l'horrible son. Je ne me retournai pas. La voiture démarra, emportant son chauffeur prétendument muet avec le bruit que fait une voiture démarrée par quelqu'un qui ne joue absolument pas à être lent. Moi, au contraire, je restai un instant sans bouger, le caoutchouc de mes semelles parfaitement au repos, adhérant mais pas trop au revêtement de la chaussée. Je ne démarrai qu'après avoir décidé de laisser mon carton chez le concierge et de marcher plutôt que de rentrer immédiatement. J'avais des choses à explorer, une idée notamment, et je n'explore jamais mieux qu'en marchant. Une partie de mon attention s'était endormie durant la course. Peut-être m'étais-je assis dessus, car qui sait où l'attention va se loger quand on fuit l'agitation causée par le bruit. Et il était nécessaire que je la réveille. Je sortis de la loge du concierge les mains vides et rassemblai mes esprits en m'élançant. Mes premiers pas sur le trottoir furent occupés par la question de savoir d'où viennent les fourmis qu'on a soudain dans les jambes, chose d'autant plus digne d'être explorée que les fourmis font à nos membres la grâce de les coloniser silencieusement. J'en étais à me dire que cette question s'était glissée subrepticement en tête de la liste des choses auxquelles je voulais penser, quand une rumeur de moins en moins discrète m'empêcha d'avancer plus loin dans ma réflexion. Parmi les choses que cette promenade avait pour but de me laisser revisiter, il y avait en priorité la scène qui venait de se dérouler à l'intérieur du taxi. Quelque chose clochait dans mon scénario. Je savais que le monde du spectacle, grand brasseur de destin condamné pour la plupart à rester inaccompli, est un excellent pourvoyeur de serveurs de restaurants et de chauffeurs de taxi. Néanmoins, plus j'allais sur mon trottoir,
me remplissant d'air pur et de bruit qu'il était moins, plus il me semblait que mon chauffeur était trop bon acteur pour avoir été éconduit par ce petit monde, tout ingrat qu'il fût. Le soudain silence de cet homme jusqu'alors surexpressif, pour ne rien dire de la maîtrise technique avec laquelle il avait assourdi sa radio, ne pouvait pas tenir qu'à son seul talent. À la réflexion, il m'a paru surtout extrêmement improbable que des collègues, n'entendant rien à ma personne, aient pu me faire un cadeau témoignant au contraire d'un entendement si raffiné. Demander à un chauffeur de taxi de faire croire à son client que le monde se tait sur son passage ne me semblait décidément pas à la portée de collègues dont l'estime, sinon l'amitié, se manifestait toujours, j'avais travaillé assez longtemps parmi eux pour le savoir, de façon directe, franche, plutôt bruyante et non contournée. Quand bien même la scène aurait été filmée à mon insu, pour ne pas me gêner, cela ne leur ressemblait tout simplement pas de susciter un sentiment de gratitude qu'ils ne pourraient ni recueillir sur mes lèvres, ni compliquer d'une effusion de « Mais non, c'est si peu. 3 fois rien, voyons. Tu mérites tellement mieux que de t'en aller sans bruit. Ton départ nous fait nous sentir tout chose. » Le monde qui nous entoure ne tarde jamais très longtemps à offrir des preuves de ce qu'il est habité par des gens qui n'aiment rien tant que de se faire entendre haut et fort. J'en fus pour une fois presque heureux, tant il me démangeait, les fourmis encore, de vérifier une hypothèse. Sur la place du marché dont j'approchais, il y avait, à la place du marché, un manège de chevaux de bois flanqué d'un homme à bottes et redingotes, criant avec une férocité sensible dans un énorme micro. La musique d'orgue de barbarie désaccordée, accompagnant la branlante cavalcade, tournait en rond comme une vis qui ne mord plus que pour grincer, tandis que le forain verbeux tentait de forcer la main aux passants éparpillés. Comme il peinait à les intéresser, il exagérait encore plus, si possible, son manège, se dévissant le cou en tournant et retournant son boniment dans son micro, avec, sans doute, l'espoir de rameuter tout ce que le voisinage comptait d'enfants, sages ou pas sages. Évitons toute méprise. Je ne suis pas contre les forains. Ce sont parfois des gens voyants, les gens de passage, mais par nécessité, préférant la plupart du temps interrompre, sans faire de vagues, le champ de vision des gens racinés. Et s'il leur arrive de se planter comme un jeu de couteau dans une terre qui ne leur a pas été promise, au moins leur occupation nonchalante n'est-elle que provisoire, et leur raffut tout temporaire. Les oreilles fragiles apprennent à les supporter, voire à les apprécier, tant leur empreinte acoustique, quoique brutale, est faible et éphémère, comparée à celle d'une boîte de nuit, laquelle étend et secoue ses tentacules ondulatoires dans les bris de verre jusqu'aux petites heures, ou à celle de la voiture des voisins, dont l'alarme, dissuadant à coup sûr 100 dormeurs pour un voleur éventuel, s'enclenche pour un rien tous les jours dont sont faites les années. La caravane passe, les chiens aboient, dit le proverbe. L'expérience me dit que bien souvent, la caravane est depuis longtemps passée que certains chiens aboient encore. Sur la place, 3 quidams, bonnes gens et sans bruit, pour reprendre une expression de La Fontaine que j'aime beaucoup. 3 quidams, bonnes gens et sans bruit. Peut-être ne faisais-je déjà plus partie des bonnes gens, à en juger par ce que je m'apprêtais à tenter sur le forain, qui de son côté n'était pas sans bruit. Vaguement nostalgique de l'éloquence des camelots d'antan, les 3 passants arrêtés l'écoutaient, impassibles, vanter son manège comme un autre vanterait ses fromages, ses saucissons ou ses abricots. Quelques tours, bons parents, quelques tours sur mes chevaux de bois, quelques euros pour la joie des petits-enfants. Si le boniment n'était pas mauvais en soi, beuglé en boucle dans un micro surpuissant, il le devenait de fait aussitôt. Le forain vendait du vent, en d'autres mots, mais un vent que ses hurlements rendaient aussi mauvais que des fumées d'usine crachées dans l'air que l'on respire. Inutile de dire qu'en pareille circonstance, changer d'air a toujours été ma priorité. D'un autre côté, je n'ai jamais été homme à reculer, à écourter mon itinéraire ou à briser ma trajectoire. Ne pas entendre ce qui se passait sur la place m'étant impossible, par réflexe, je pris le parti d'au moins ne pas regarder en passant.
je fis à la fois plus et moins. Moins, car je regardais, en dépit de ma détermination de ne pas croiser le regard de celui avec qui ma conscience croisait déjà le fer, au sujet d'une flagrante violation du pacte de non-agression sonore que tout humain a tacitement passé avec son prochain. En même temps, je fis plus, en ceci qu'au lieu de me contenter de passer mon chemin, je m'arrêtai pour contenter le désir qui s'était déjà exprimé à l'égard du chauffeur de taxi. À ce jour, cela dit, je ne sais toujours pas si le forain ne me poussa pas un peu à l'action, en m'interpellant comme un professeur de musique interpellerait un élève coupable à ses yeux de distraction, ou pire, de n'avoir aucune oreille. « Passe ton chemin, grand-père, oui, c'est ça, passe-moi vite ce chemin, noble et fuyant vieillard. La vessie, n'est-ce pas? Je connais ça. Mais tu me reviendras, bon papa, avec des piécettes plein les fouilles et des petits-enfants sur les bras. Tu me les confieras. Ah, le bon grand-père, oh, le beau patriarche, il sait qu'avec de saints divertissements, on amuse la descendance à bon compte. Oh, Vénérable, vénéré ou vénéneux, ce qui suivait fut arrêté au vol. Emporté par ma colère, mais réfréné par le souci de ne plus regarder l'homme qu'elle visait, il semble que je fermai les yeux pour lui tirer une bordée qui commençait ainsi. Je vais t'en donner des piécettes et des petits-enfants, acrobates du déséquilibre acoustique, pousse au cri. Assourdi par les mots qui détonnaient dans mon cerveau comme des coups de canon, je n'entendis pas la suite. Ce n'est que lorsque mes oreilles eurent cessé d'être bombardées par mon propre discours que je rouvris les yeux pour juger de l'effet produit. Les trois quidams s'éloignaient à petits pas, toujours sans bruit et, quoique un peu voyeurs, toujours bonnes gens. Leur déception s'entendait aisément. Ils s'étaient attendus à ce que le vieil homme ridiculisé s'indigne, comme seuls les vieux bonshommes savent le faire, à l'aide d'expressions surannées et, somme toute, beaucoup de retenue. Pas du tout à ce qu'il ferme les yeux, ni encore moins à ce que le bohémien au centre de l'affaire, au lieu d'en remettre une couche, se taise subitement. Le manège était à l'arrêt. Les chevaux, empalés, cabossés, souffraient, même immobiles, de servir d'attelage à ce qui ressemblait plus à des mangeoires trouées dont tout le son avait fui qu'à de bruyants carrosses. Avec beaucoup de hiératisme, le forain tourna vers moi son profil égyptien, au ralenti, comme si le rouage qui n'agissait plus sur son manège avait juste encore de quoi, par inertie, faire tourner son visage sur une trentaine de degrés. Sous l'effet sans doute du regard lourd de couteau à bois qu'il me destinait, il piqua du nez sur le micro, que sa bouche aussitôt épousa. Ses mandibules saillirent avec force pour dire quelque chose d'inaudible. Un reste de son s'échappa du micro. Peut-être l'effet produit par la salive avec laquelle ses lèvres gonflées de sang lubrifiaient la grille. Je pensais en l'écoutant à ce supplice moyenâgeux dont, petit, j'avais trouvé fort intrigante la vignette qui en faisait la description. Sur une place publique, un homme avait la langue coupée. Si la vignette ne disait pas pour quel crime on le retranchait ainsi du monde de la parole, le gueux avait la dégaine du forain et, comme lui, était au centre d'un spectacle auquel je participais de loin sans trop comprendre. Je ne savais si mon vilain venait de perdre la langue. Comme j'avais seulement souhaité agir sur les conditions techniques de l'amplification des sons en véritable hurlement, un peu à la manière du bourreau sur la place publique, mais sans m'impliquer directement, je penchais plutôt pour une action directe et peut-être durable sur le micro, pareille à celle qui avait permis d'éteindre la radio dans le taxi. Il me manquait des éléments pour trancher. Il y avait une technique pourtant, je m'en persuadais, vivement, une technique dont je ne comprenais pas le fonctionnement, mais qui pouvait être mise en pratique, si je le désirais.